Les créatures qui vivent dans les royaumes mortels ont dû s'adapter à leurs différents environnements. Ces royaumes ont des biomes qui reflètent les concepts et éléments qu'ils incarnent, car chacun d'entre eux est l'un des 8 vents de magie ayant pris forme physique sous forme de sphères de réalité capables d'abriter la vie. L'étendue de chaque sphère étant presque infinie, le nombre des différentes espèces qui les habitent l'est tout autant. Cependant, les conditions de vie extrêmes des royaumes ne permettent pas à n'importe quelle créature d'y survivre. Que ce soit les étendues arides et volcaniques d'Akshi, les tempêtes de tonnerre et pluies de météores d'Azir, les étendues sauvages de prédation constante de Gur, dont parfois la terre elle-même s'ouvre pour dévorer ce qui passe à sa portée, les déserts d'améthyste de Shaish, constamment hantés par des spectres vengeurs. Chaque royaume voit ses climats et catastrophes poussés à l'extrême. Les rares endroits ayant des climats plus indulgents sont convoités par une myriade de créatures luttant ardemment pour revendiquer ces territoires. Encore plus de difficultés sont apparues lors de l'avènement de l'âge du chaos, qui a corrompu et transformé des terres, apportant des phénomènes et des entités contre nature, défiant les lois de la réalité. Ces engences se sont propagées sur une grande partie des royaumes, même s'il est des endroits où les royaumes eux-mêmes ont riposté, là où l'influence de leur magie était la plus forte. Dans ce genre d'endroit, toutes sortes d'étranges phénomènes arcaniques sont communs, et sont aussi naturels que peuvent l'être les forêts et les rivières. Certaines créatures peuvent se voir infusées par ces énergies, et montrent des caractéristiques parfois élémentaires ou magiques, parfois même au point d'effacer ce qui faisait d'eux des êtres de chair, ce qui peut parfois faire penser à une forme de corruption de la part des royaumes. Les vents de magie ayant anciennement fait partie des royaumes du chaos, ils semblent aussi, un peu à la même manière, transformer graduellement leurs habitants à leur image. Toutes ces conditions produisent des bêtes à nul autre pareil. Certaines ont opté pour la stratégie de miser sur le nombre, afin de se multiplier plus vite que leur nombre s'amenuise, et se réunissent en meute ou en nuée pour combattre leurs ennemis. D'autres se démarquent par leur force brute et peuvent atteindre des tailles titanesques, comparables à des dieux animaux, suffisamment résistants pour traverser les calamités des royaumes durant des siècles. Ces géants qui parcourent les terres sont très bien connus et craints par les mortels. Certaines sont si puissantes qu'elles ne font pas juste fuir les fidèles du panthéon du dieu roi, mais aussi les serviteurs des dieux sombres, les tribus sauvages du dieu bicéphale et les légions de morts-vivants du grand nécromancien. Les natifs des royaumes en sont même parfois venus à verser des tribus et à vénérer de telles créatures, allant même parfois jusqu'à vivre directement sur leur dos, afin de pouvoir bénéficier de leur protection, quand bien même parfois ces créatures prédateraient sur eux, préférant largement ce genre d'échange simple et primitif, comparé au sort qui les attendrait face aux forces de la destruction, de la mort et du chaos. De toutes les créatures d'Akshi, le royaume du feu, les Magmadroth sont sans doute parmi celles qui incarnent le mieux sa nature. Ce sont de puissantes bêtes reptiliennes qui règnent sur ces montagnes volcaniques. À leur vue, on pourrait croire qu'elles sont faites de flammes et de rage au lieu de chair et de sang, car la chaleur qui émane de leur corps est telle que l'air se déforme autour d'elles comme une forge incandescente, et sont même capables de cracher une bile enflammée semblable à de la lave, capable de faire fondre l'acier aussi facilement que la chair. Leur corps est protégé par des écailles si épaisses que seuls les coups les plus puissants peuvent espérer pénétrer leur peau, et même des frappes réussies peuvent avoir des conséquences mortelles pour les attaquants, car des jets de sang brûlant semblables à du magma jaillissent de leurs blessures et font fondre tout ce qui entre à leur contact. Ajoutez à cela, les Magmadroth sont aussi pourvus de griffes tranchantes comme des rasoirs, des mâchoires écrasantes et une queue avec l'impact d'un arbre quand elle s'abat. Au cours de leur vie, leur couleur, leur forme, leur taille, leur tempérament sont façonnés par leurs conditions de vie et leur environnement, si bien qu'on peut distinguer des sous-espèces en quelque sorte. On peut les reconnaître à certains traits physiques qui vont généralement développer spécifiquement à certains stades de leur développement. On distingue 3 stades dans leur cycle de vie: les juvéniles, les adultes et les anciens. Un Magmadroth développe un seul trait physique à chaque étape de sa vie. On observe assez communément 3 types de juvéniles: les crêtes de cendre, les épines de braise et les écailles flammes. Les jeunes crêtes de cendre vivent leurs jeunes années très profondément dans les cavernes des volcans. Ils sont habitués à combattre des horreurs abyssales dans ces profondeurs, qui ont parfois tendance à les attaquer par derrière dans des tunnels étroits, et ont donc par conséquent tendance à prioriser les attaques de leur queue pour fracasser les os de leurs ennemis. Les épines de braise, quant à eux, ont développé une stratégie différente. Leurs épines poussent à des tailles bien plus longues que leurs congénères, ce qui leur permet d'occuper tout l'espace d'un tunnel et empêche leurs proies les plus rapides de s'échapper ou force leurs assaillants à s'empaler sur eux. Les écailles flammes, quant à eux, ont
développé des attributs complètement cosmétiques. Ils affichent des écailles très colorées qui ont tendance à attirer plus de partenaires, car les juvéniles peuvent très vite être capables de s'accoupler. Cependant, ce trait les rend beaucoup moins furtifs. Par conséquent, ils misent bien plus sur la vitesse et développent bien plus leurs muscles pour la course, ce qui leur permet de fuir au besoin et rend leur charge encore plus dévastatrice. Une fois que ces juvéniles atteignent leur forme adulte, on peut observer communément 3 autres types: les griffes ardentes, les gueules-forges et les langues de lave. Les griffes ardentes ont la capacité d'enflammer leurs griffes presque comme des lames incandescentes, ce qui leur permet de pouvoir percer les défenses de leurs proies les plus coriaces. Les gueules-forges ont des mâchoires beaucoup plus proéminentes, rendant la fuite quasiment impossible à leurs victimes une fois attrapées. Après quoi, ils n'ont plus qu'à secouer violemment jusqu'à ce que leurs os se brisent sous la pression. Les langues laves, quant à eux, sont généralement vus là où les territoires de chasse sont majoritairement peuplés par des créatures volantes. Pour pallier à cela, ces magmadros ont vu leur métabolisme se développer pour améliorer leur capacité à pouvoir cracher des projectiles enflammés, ce qui les rend encore plus létales à distance. Ensuite, après plusieurs siècles d'existence, leur tempérament flamboyant commence à s'assagir et deviennent enfin des magmadros anciens. Et une fois de plus, on connaît 3 de leurs variantes: les cornes de cendre, les cœurs de charbon et les veines pyriques. Les cornes de cendre sont sans doute les magmadrotes les plus sociaux. Ce sont bien souvent les matriarches d'une meute et elles possèdent des instincts protecteurs très féroces, surveillant avec une très grande attention les nouveau-nés du groupe. Les cœurs de charbon, quant à eux, sont facilement reconnaissables à leur couleur sombre. Les magmadrotes de ce type ont survécu à d'innombrables batailles au cours des siècles. Par conséquent, à chaque fois que leurs écailles a été brisées, elles sont à chaque fois repoussées encore plus dures et sombres, à un tel point qu'elles sont maintenant plus semblables à de la roche. La plupart des armes qui les frappent se brisent ou rebondissent sur cette armure. Et enfin, les veines pyriques. Ces magmadrotes émanent une telle chaleur qu'on peut voir le système circulatoire de leur sang briller à travers leurs écailles. Et tout ce qui est dans sa proximité semble chauffer, comme si on s'approchait d'un soleil. Ce qui n'est pas sans rappeler la déesse animale Vulcatrix, la mère des salamandres, dont tous les magmadrotes descendraient. Ce qui veut dire qu'ils ont aussi un lien de parenté avec Ignax, la dragonne solaire, aussi connue comme le deuxième soleil d'Akshi, qui est une autre descendante directe de la mère des salamandres. Cette ascendance est aussi ce qui permet probablement aux magmadrotes de porter des runes d'Ur-Or, ce qui vient ajouter une énergie divine à leur force déjà prodigieuse. Ils sont les seuls êtres avec les fidèles de Grimnir à pouvoir porter de telles runes, ce qui est dû au fait que leurs divinités respectives, Vulcatrix et Grimnir, se soient entretuées et ont vu leurs essences s'entremêler pour créer l'Ur-Or. Un lien particulier et spirituel lie donc ces deux races ensemble, même si cela ne les empêche pas de parfois se battre pour se disputer les territoires volcaniques. Mais ils arrivent tout de même aussi à trouver des terrains d'entente, car les magmadros sont aussi des êtres intelligents avec lesquels on peut raisonner à l'instar des autres races humanoïdes. Certains individus chez les pyrotueurs, comme les prêtres Zargrim, peuvent directement communiquer avec eux grâce à leurs liens. Au cours de ces échanges, un magmadrote peut accepter, s'il le souhaite, de porter un pyrotueur sur son dos au combat. Les prêtres Zargrim ont d'ailleurs découvert les secrets de l'éclosion de leurs œufs et les élèvent dès la naissance. Certains d'entre eux, comme ceux de la loge des Lofnir, vénèrent aussi bien Grimnir que Vulcatrix. Ils voient donc aussi ces enfants comme sacrés. Il est aussi intéressant de noter qu'il existe des variantes de magmadrotes dans différents royaumes, et qui vont généralement absorber les propriétés élémentaires de ces derniers, comme par exemple les magmadreks cracheurs d'éclairs d'Azir. Les Mokrochas sont une espèce particulière de puissantes vouivres extrêmement brutales. On les trouve majoritairement dans les chaînes de montagnes de Gur. Leur physique est extrêmement musclé et leurs ailes ressemblent plus à des avant-bras qui, lorsqu'ils sont fermés, ressemblent à des poings, qui leur sert à pulvériser et écraser tout ce qui passe à leur portée. Leur rugissement est si fort qu'on peut l'entendre sur de très grandes distances et provoque une onde de choc capable de briser les tympans, éclater les yeux et les organes internes et pulvériser les os de toute créature à proximité. La masse disgracieuse des Mokrochas ne leur permet pas de voler normalement. À cause de leur morphologie, l'envergure de leurs ailes n'est pas suffisante pour les maintenir dans les airs indéfiniment. Au lieu de cela, ils sautent extrêmement haut avec un énorme coup de leurs membres antérieurs pour ensuite planer pendant une certaine durée et ensuite recommencer le processus.
Ils attaquent leur proie de cette manière en fondant sur eux avec toute leur masse, pour ensuite se déchaîner violemment et inintelligemment sur eux jusqu'à ce qu'ils ne bougent plus. Leur tempérament agressif les empêche de tolérer toute autre présence étrangère. Seuls les boss Orruk des Mâches-Fer sont assez fous pour tenter d'en faire leur monture. Cependant, il n'est pas vraiment possible de dompter ces créatures. C'est pourquoi les Pauverts suffisamment forts les frappent de toute leur force à coups de poing jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leur supériorité et finissent par se soumettre. Mais même qu'une fois ce stade est atteint, tout signe de faiblesse provoquera une rébellion. Les mégaboss s'accrochent sur leur dos avec des chaînes et doivent constamment rappeler à l'ordre leurs créatures pour les diriger. Ils ont tendance à leur accrocher des plaques métalliques comme armure et placer une lame à l'extrémité de leur queue pour les rendre encore plus létales. Parfois, ils les équipent aussi de masques qui leur servent de muselière. Bien que leur relation soit basée sur une féroce rivalité, ils partagent l'amour de la destruction et du combat. Et très peu de choses peuvent se dresser contre un tel duo bestial. La sauvagerie de chacun, inspirant l'un et l'autre à toujours combattre encore plus fort. C'est pourquoi certains Orruk les voient comme un don de leur dieu Gork. Le Léviathan est une bête kéléonienne, recouverte d'une épaisse carapace quasi impénétrable. Il possède 6 nageoires, 3 de chaque côté et ont des pics sur leur tête. À l'âge adulte, ils peuvent atteindre des tailles véritablement immenses. Car si les créatures terrestres des royaumes mortels ne semblent pas être limitées par la gravité, les créatures aquatiques le sont naturellement encore moins. On peut les trouver dans tous les océans des royaumes, et même certains grands lacs, car il est facile pour les créatures marines de voyager entre eux, en passant par des passages de tourbillons, qui sont des portes au royaume se trouvant dans les fonds marins. Contrairement aux apparences, les Léviathans sont plutôt des créatures paisibles. Leur nourriture se compose principalement d'algues marines qu'ils broutent dans les fonds marins peu profonds. Mais il leur arrive aussi de plonger plus profondément, dans des eaux plus obscures et plus proches des abysses, pour chasser de petits animaux comme des méduses et des nautiles. Mais c'est là aussi que la vie d'un Léviathan peut drastiquement changer, car bien des dangers sommeillent dans les profondeurs ténébreuses des royaumes. Mais ceux qui convoitent le plus ces géants sont les abyssaux Idonès. Ces elfes les convoitent grandement pour les utiliser comme machines de siège dans leur phalange de combat. Lorsqu'ils sont attrapés, leurs esprits sont enchantés par des Ambelor et Charan, brisant leur volonté et les rendant totalement dociles. Des plateformes et des balistes sont ensuite placées sur leur dos, d'où ils seront dirigés par des Akelians Mahar. Ils placent aussi des œillères ainsi que des lames sur leurs nageoires, avec lesquelles ils fauchent leurs ennemis lorsqu'ils les survolent en nageant dans l'air grâce à la magie de l'éther-mer des Idonès. Lors des attaques, les Léviathans servent vraiment de point d'ancrage et de bouclier pour les phalanges, car ils sont souvent la première cible visible pour les tirs des ennemis, grâce à la magie d'illusion des Isharan. Ils encaissent alors les premiers feux nourris, qui sont bien souvent gâchés sur leur extraordinaire résistance. Les Draconis sont une race draconique qui descend de Dracossion, le grand drac céleste lui-même, qui est le dieu animal qui a secouru Sigmar lorsqu'il dérivait sur le fragment de Malus et qui l'a ramené vers les royaumes mortels, et a créé une grande amitié entre les deux divinités. Leur alliance est restée forte jusqu'à l'âge de Sigmar, symbolisée par les Draconis qui portent sur leur dos les éternels de l'orage pour combattre ensemble. Durant l'âge des mythes, cette espèce a divergé de leurs cousins, comme les dracs célestes, et ont quitté Azir pour aller établir un empire sur le continent de Tondia, à Gour, dans la chaîne de montagnes de Vexotia, où ils fonderont leur capitale, Vexotskol. Grâce à leur magie et leur ancien savoir, leur empire a pu prospérer. Une autre puissante race vivait près de leur domaine, nommée les Drogruk. Un pacte de paix avait été établi avec leur chef, mais un peu de temps après été brisé par son fils, Kragnos, qui a fait de sa mission de détruire et d'exterminer tout l'Empire draconite. Les deux seuls survivants de cette guerre ont été Krondys, prince de l'Empire et surnommé le fils de Dracossion, avec son frère Karazai le Balafré. Ils ont pu sauver un certain nombre des œufs de leur peuple et les ont confiés aux Séraphons. Suite à ça, Krondys s'est retiré à Azir, alors que Karazai a choisi de rester dans la nature sauvage des royaumes. À l'âge de Sigmar, au début de l'ère de la bête, les deux frères se sont réunis pour se joindre aux forces des éternels de l'orage suite au retour de Kragnos. Le reste de la race des Draconites, qui avait été élevée par les Séraphons, ont aussi répondu à l'appel de la guerre. Il semblait maintenant y avoir deux sous-espèces qui partagent toujours cela dit des traits communs, comme leur forme draconique, une affinité et une résistance à la magie, une intelligence équivalente voire supérieure aux humanoïdes, étant même capable de parler plusieurs langues, mais ils vont diverger en fonction des environnements qu'ils auront choisis. Ceux qui auront vécu majoritairement à Azir sont capables de cracher des arcs électriques et semblent avoir plus d'affinité arcanique, là où ceux qui ont choisi de vivre dans la
nature sauvage des royaumes pour suivre le même chemin que Karazai, dont beaucoup reconnaissent la puissance. Ils développent une plus forte musculature, et ceux qui vivent à Gur sont capables de cracher des flammes d'ambre, qui se transforment en quelque chose qui ressemble à de la sève solidifiée lorsqu'elle refroidit. La nouvelle génération des draconites est très jeune. La plupart ont donc un tempérament adolescent taciturne, et même les plus âgés sont assez peu expérimentés, ayant passé la majeure partie de leur vie dans des vaisseaux temples séraphons isolés. Leurs membres les plus anciens étant Krondys et Karazai, ainsi que Ktorak, l'allié d'Ionis Cridborn, qui a vu sa croissance magiquement accélérée à cause d'un sort. Tous cherchent maintenant à se venger de Kragnos, le dieu des séismes, après quoi ils pourront peut-être enfin rebâtir leur ancien empire. Les Mustori, bouillou qui sont mignons. Les Mustori sont d'étranges créatures qui sont originaires d'un endroit mystérieux entre les royaumes. Ils sont facilement reconnaissables à leur fourrure qui ressemble à un ciel étoilé, ce qui n'est d'ailleurs pas seulement cosmétique, car il s'agit d'une réplique exacte de la carte céleste en temps réel de l'endroit où il se trouve. Et si un Mustori venait à changer de royaume, sa fourrure changerait de nouveau pour mimiquer les corps célestes. Et ils sont capables de faire cela de jour comme de nuit, ce qui les rend extrêmement recherchés par les voyageurs et les explorateurs. Car les royaumes n'ayant pas vraiment de pôle nord et sud comme on l'entend, il est très difficile de s'y diriger, et ces créatures sont donc de véritables boussoles vivantes. Pouvoir en adopter un, cependant, n'est pas une mince affaire, car si on essaie de les capturer, ils peuvent s'enfuir en perçant à travers le voile entre les royaumes. Cependant, ils sont d'une nature très joueuse, et répondent très positivement à la gentillesse et à l'affection, mais aussi tout particulièrement à de la bonne nourriture. En bonus, il y a une créature qui pourrait paraître banale pour des mondes autant chargés en magie, les chats. Alors ça peut paraître étonnant, mais dans l'âge de Sigmar, ces petits animaux sont capables de voir les énergies des vents de magie qui sont normalement invisibles à l'œil nu. Ils sont aussi capables de voir les spectres, ce qui semble en effrayer certains et les faire fuir. C'est pourquoi on peut en voir des centaines, voire des milliers, dans les cités de Sigmar de Shaish, où ils servent en quelque sorte de protection naturelle. D'ailleurs, depuis le nécroséisme, cette tradition a été exportés dans d'autres cités à travers les royaumes. Qui plus est, ils sauvent aussi de beaucoup de maladies en chassant les petites vermines qui sont les signes avant-coureurs de l'arrivée des Skaven. Voilà donc pour ce premier petit bestiaire de l'âge de Sigmar, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous aimeriez en voir d'autres, et si oui, y voir des créatures en particulier y être abordées, n'hésitez donc pas à le poster dans les commentaires. Annonce assez importante, la chaîne est maintenant partenaire avec My Hobby Place. C'est un magasin français qui vend des figurines jusqu'à moins 20% sur, entre autres, du Game Workshop, mais pas que, aussi du Wargame en général. Donc si vous pensez que le contenu de la chaîne vous a apporté quelque chose et que vous avez envie de vous prendre quelque chose, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description, et en plus ça fait une pierre deux coups en soutenant la chaîne. Un grand merci d'avance à tous ceux qui le feront. Aussi, si vous pouvez, et bien sûr souhaitez me soutenir davantage, il est aussi maintenant possible de rejoindre la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre en bas de la vidéo. Il y aura une vidéo qui vous expliquera tous les avantages dont vous pouvez bénéficier, notamment pour pouvoir voir des messages qui vous diront quel contenu arrive sur la chaîne en avance, ou même d'autres tiers qui vous permettront de voir des vidéos elles-mêmes en avance. Et merci infiniment d'avance à tous ceux qui rejoindront la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.